Juste un instant. OK. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, OK, parfait. OK. Donc, oui, aujourd'hui, c'est le quatrième laïus, puis on va discuter des lois de distribution. Avant ça, bravo pour avoir fini le TP1. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la remise du TP1 ou juste n'importe quel questionnement par rapport au TP1? OK, mais je ne reçois pas de message. Non, OK, c'est beau. OK. Vous allez recevoir la correction dans pas très longtemps. Donc, aujourd'hui, on va parler des 6 lois, dans le fond, que vous avez déjà vu dans le cours théorique d'hier, mais c'est des lois de distribution de probabilité, donc qui représentent la fréquence d'une variable, et ces distributions vont permettre de calculer la probabilité qu'une variable qui suivrait cette distribution prenne une certaine valeur. Donc, ça ouvre un peu la porte à la prédiction dans le sens statistique du terme. Donc, il y a 2 lois qu'on va voir, les 2 premiers, binomiales et la loi de Poisson, qui sont utilisées pour quand la variable x est discrète, discontinue. Et les 4 lois par la suite, donc la loi normale qui comprend aussi la loi centrée réduite et les 3 autres lois, c'est-à-dire Key carré, Fisher, puis la loi T de Student, qui sont dérivées de cette loi normale. Donc, la loi binomiale, ça permet de mesurer la probabilité d'avoir un résultat de réussite ou échec, donc une expérience à 2 issues, lorsqu'on répète cette expérience à plusieurs reprises. Donc, par exemple, la lancée d'une pièce de monnaie, on pourrait définir la réussite puis l'échec, c'est nous qui le définissons. Donc, dans ce cas-là, c'est la réussite est pile, puis l'échec, ça serait face. La naissance, donc garçon-fille, dépendamment de ce qu'on veut calculer. Puis le lancer de dés, par exemple, si on veut calculer c'est quoi la chance de rouler un 6 lorsqu'on roule une dé plusieurs fois, puis rouler tout autre chiffre que 6 serait considéré un échec dans ce cas-là. Donc, les critères pour cette loi, c'est qu'il y a un nombre d'essais est fixe. Donc, ça fait un peu de sens parce qu'on peut imaginer que si on lance une pièce de monnaie une fois, la probabilité d'avoir pile est 50%, tandis que si on lance plusieurs fois, comme une vingtaine de fois, on est quasiment sûr de tomber au moins sur la face pile une fois. Chaque essai est indépendant, ça veut dire que une observation ou une expérience ne va pas influencer la prochaine expérience. Donc, c'est ça. Puis la probabilité de réussite reste pareille pour chaque expérience. Donc, c'est-à-dire qu'on additionne, non, ça veut dire que la probabilité ne change pas pour chaque fois qu'on fait l'expérience. Puis quand on additionne la probabilité de réussite puis d'échec, ça devrait nous donner 1, vu que ce sont des événements qui sont mutuellement exclusifs. Donc, dans R, c'est la fonction P binôme ou des binômes que vous allez utiliser pour la loi binomiale. Donc, pour cette première loi, on va vraiment prendre le temps de bien comprendre la différence entre P binôme et D binôme parce que ça va revenir par la suite. Puis aussi la signification de lower tail parce que ça revient pour chaque loi qu'on va voir par la suite. Donc, les arguments qu'on met dans les fonctions P binôme puis D binôme, c'est Q, donc le nombre de succès qu'on souhaite. Size, c'est le nombre d'essais.
Donc, est-ce qu'on va lancer la dé 2 fois ou est-ce qu'on va la lancer 10 fois, par exemple? La probabilité de l'événement qualifié de succès. Donc, mettons dans mon exemple de dé, de réussir d'avoir le chiffre 6, si c'est ça qu'on qualifie de succès, la probabilité de ça, c'est 1 sur 6. Donc, c'est ça que l'argument prob veut dire. Puis, lower tail. Lower tail peut soit être égal T, donc true, ou lower tail peut être false. Donc, ce qu'on veut dire par lower tail, c'est qu'elle va calculer la fonction va calculer la probabilité de 0 à x succès si lower tail est true. Par défaut, dans R, lower tail est toujours true. Donc, si on veut que ça soit false, il faut l'indiquer. Mais je vous suggère d'indiquer dans les deux cas pour que ça soit plus clair pour vous par rapport à qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Donc, lorsque lower tail est true, ça veut dire que x est inclus. Donc, dans ce cas-là, dans mon schéma ici, ça serait par exemple de 0 à 3, incluant 3. Puis si on met lower tail égale false, la fonction va calculer la probabilité d'obtenir de x plus 1, donc à n succès. Donc, x n'est pas inclus. Donc, de 3 et plus, c'est-à-dire 4 et suivant et après. OK. Ici, j'illustre un peu la différence entre D-binôme versus P-binôme. Donc ici, j'ai juste créé une distribution de 1000 essais d'un échantillon de 100 avec une probabilité de réussite de 0,3, de 30%. Il y a une fonction dans R qui nous permet de faire ça. Je pense que c'est R binôme qui permet de créer une distribution. Mais ça, ce n'est pas important pour le TP. Ce qui est important, c'est que la différence en D-binôme, donc ici, on a les mêmes arguments dans chaque fonction D-binôme et P-binôme. Cependant, le résultat est différent parce que dans D-binôme, on cherche vraiment la valeur associée à un X particulier. Par exemple, dans ce cas-là, on cherche la valeur associée avec 30. Donc, ici, on a 0,0867 qui correspond à cette valeur-là. Tandis qu'en P-binôme, quand on met 30, puis on ne met pas de lower tail, ça fait un lower tail égal true par défaut. Donc, dans ce cas-là, on va chercher toute la somme en dessous de la courbe jusqu'à la valeur 30, incluant 30. Donc, ça nous donne 0,54, qui est la valeur sous la courbe, la valeur de l'air sur la courbe de cette courbe ici. Donc, ça, c'est vraiment juste pour illustrer la différence entre D-binôme versus P-binôme. Donc, D-binôme, on va surtout l'utiliser quand on cherche une valeur, exactement une valeur précise, tandis que P-binôme va nous donner plus un intervalle de valeur. Ici, encore une fois, je reprends le même graphique, cette fois-ci un peu plus pour mettre l'emphase sur le lower tail, la différence entre lower tail égale true, puis lower tail égale false. Je me répète un peu ici, mais c'est vraiment un argument qui va revenir à chaque fonction. Donc, ici, lorsque lower tail égale true, un peu comme par défaut, comme je disais tantôt dans R, c'est la valeur que R prend par défaut. On prend des valeurs de 0 jusqu'à n, n étant 30 ici, incluant n. Incluant x, je veux dire. Puis ici, lorsqu'on fait lower tail égale false, ça prend les valeurs x plus 1 jusqu'à n. Donc, ici, vu que c'est des variables discrètes, on commencerait à 31 jusqu'à n. Donc, le lower tail point false peut aussi être obtenu en faisant 1 moins la valeur obtenue avec lower tail égale true.
car l'air sous la courbe au total est égal à 1. Donc, on peut déduire le restant en faisant 1 moins cette fonction-ci. Okay. Donc, un exemple. Une enquête faite en 2001 en Caroline du Nord a relevé que 85,8% des naissances arrivent à terme. Une naissance à terme définie comme à partir de la 37e semaine de grossesse. Donc, oui, y a-t-il une question? Donc, OK, la question. Donc, si on écrit P binôme 30,100,0.3, R prend pour acquis que lower tail égale true. Oui, c'est ça. R prend pour acquis que lower tail est true si vous ne le mettez pas. Okay, de rien. Donc, calculer la probabilité que sur 25 naissances, exactement 16 soient à terme. Donc, dans ce cas-ci, le Q, donc le nombre de succès, c'est 16. La taille, donc le nombre d'essais, c'est 25. La probabilité de l'événement qualifié de succès, c'est le 85,8%, donc on le convertit en 0,858. Donc, ici, il n'y a pas de lower tail car on va utiliser la fonction des binômes parce qu'on demande la probabilité que exactement 16 soit atteint. Donc, dans les arguments, on met des binômes, on met 16 qui est le nombre de succès qu'on souhaite, 25 pour le nombre d'essais total, puis la probabilité de l'événement qualifié de succès, donc 0,858. Donc, R nous exécute cette commande, cette fonction, puis nous ressort 0,0041, ce qui est égal à 0,4%. Donc, un autre exemple. Donc, calculer la probabilité que sur 40 naissances, au moins 38 soient atteints. Donc, ici, Q, le nombre de succès, c'est 38, car on souhaite que minimum 38 naissances soient atteintes. Le nombre d'essais est 40 et la probabilité reste pareille, donc c'est-à-dire 85,8. Ici, lower tail devient important car ça dit au moins 38. Donc, on veut minimum 38, mais on peut avoir plus que 38. Donc, quand on veut un minimum 38, donc on met lower tail égale false car on peut dépasser 38. Donc, ici, on va utiliser la fonction P binôme. Puis ici, ce qui est important, c'est qu'on a mis 37. Ça, c'est parce que quand on met lower tail égale false, ça commence le calcul à x plus 1. Donc, pour que ça inclue le 38, c'est important de commencer, de mettre le nombre de succès à 37, car on va faire un lower tail égale false. Donc, le size, c'est 40. La probabilité reste pareille, donc 0,858. Et on veut 38 ou plus, donc on met lower tail égale false. Donc, c'est ça que j'illustre un peu dans ce graphique ici, dans la couleur turquoise, qu'on veut à droite de 38. On veut la partie qui est à droite de 38. Puis R nous donne 0,06 qui est équivalent à 6,3%. Donc, une dernière question à partir de cette enquête. Donc, calculer la probabilité que sur 1000 naissances,
au maximum 150 soient prématurés. Donc, lorsqu'on lit cette question, il y a deux façons d'interpréter ça. Il y a la première façon où on retourne la question en disant que sur 1000 naissances, au moins 850 soient à terme. Donc, on veut un minimum de 850 bébés qui sont nés à terme. Donc, ici, on utilise les mêmes arguments. Donc, Q, dans ce cas-là, est égal à 850. La taille de 1000, la probabilité reste pareille. Excusez-moi. Ici, l'ORTEL égale false parce qu'on veut au minimum 850 bébés nés à terme, mais on veut la distribution qui est à droite de 849. Donc, dans la fonction P binôme, on commence avec 849 car on sait que quand on veut utiliser l'ORTEL égale false, ça commence à x plus 1. Donc, 849,1000 0,858 pour la probabilité et l'ORTEL égale false parce qu'on veut 850 ou plus de bébés nés à terme. Puis R nous ressort 78%. L'autre option, c'est de calculer la probabilité que sur 1000 naissances, au maximum 150 soient prématurés. Donc ici, on garde le même énoncé tel qu'il est écrit dans la question. Puis, on va prendre la probabilité d'une naissance prématurée comme le complément d'une naissance à terme. Donc, on va faire 1 moins 0,858 pour avoir 14,2% comme la probabilité d'avoir une naissance prématurée. Puis par la suite, on va utiliser les mêmes arguments dans la fonction P binôme en ajustant nos valeurs en conséquence. Donc, le nombre de succès dans ce cas-là, c'est défini comme le nombre de bébés prématures, donc 150. La taille reste pareille. La probabilité devient le complément, donc 0,142, ça devrait être un 2 ici. Ici, l'ORTEL égale true, car au maximum, on veut 150 bébés prématurés. Donc, on veut 150 ou moins. Donc, dans la fonction P binôme, cette fois-ci, on met le 150 tel quel, car on va utiliser la fonction lowertail égale true. Donc, la taille reste pareille, la probabilité, lowertail égale true, puis on reçoit le même résultat, c'est-à-dire 78% dans les deux cas. Donc, pour illustrer ça davantage, donc, ici, quand on faisait lowertail égale false, on voulait au moins 850 bébés nés à terme, donc 850 et plus. C'est pour ça qu'on mettait lowertail égale false pour chercher la partie à droite de la valeur x, x étant 849 ici. Tandis que lorsqu'on utilise cette fonction de P binôme à droite, on met l'ORTEL égale true car on veut 150 bébés ou moins qui sont nés de façon prémature. OK. Là, on va passer à la deuxième loi, la loi de Poisson, qui est aussi pour une variable discrète. C'est une dérivée de la loi binomiale et c'est dérivé de la façon que lorsque n devient très, très grand, donc tend vers infini et la probabilité P est proche de 1. Donc, ça décrit la probabilité d'occurrence d'événements rares, donc dans des cas de maladies génétiques. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce que vous... Ouais, bonjour. J'avais une petite question par rapport à l'exercice, enfin à l'exemple de tout à l'heure. Oui. On demande au maximum 150 bébés prématurés, enfin qu'il en ait 150 au max. Donc dans la première option,
Oui. on fait que du coup, on reprend à l'inverse, que c'est au moins 850. Mais pourquoi c'est au moins et pas on veut 850 à terme? On veut Pourquoi 850 ou plus à terme. Pourtant, nous, on voulait au maximum 150 prématurés. Oui, Enfin, donc nous, on serait contente d'avoir un bébé prématuré puis 999 bébés nés à terme. ok, d'accord. Donc, Est-ce que ça fait un peu plus de sens? Comme avec un exemple, mettons, si on prend un chiffre au hasard, au maximum 150 bébés prématurés veut dire que si on a 10 bébés prématurés, ça remplit la condition. ah oui, ok, Mais avec 10 bébés prématurés, ça veut dire qu'on a 990 naissances à terme. ok, ouais, c'est bon, j'ai compris. Ouais. De rien. OK, on poursuit. Donc, oui, la loi de Poisson, c'est faite pour les événements rares, donc des maladies génétiques rares, caractériser la mortalité infantile. En écologie, c'est utilisé pour caractériser certaines espèces indicatrices. Donc, quand on fait un recensement de forêt pour chercher une espèce rare, mais qui est vraiment caractéristique de l'environnement, c'est une utilité de la loi de Poisson. Donc, la loi de Poisson a aussi deux fonctions dans R. Donc, il y a P poids et D poids. Donc, comme vous pouvez déduire, D poids, c'est la densité, puis P poids, c'est la probabilité. Donc, les arguments sont semblables dans les deux fonctions, c'est-à-dire Q, ça reste le nombre de succès. Il y a un argument qu'on va appeler lambda qui est la probabilité de l'événement qualifié de succès multiplié par le nombre d'observations. On va voir ça dans les exemples qui suivent. Puis, lower tail égale true ou lower tail égale false, ça reste pareil. Donc, dans l'exemple, on a la prévalence de la sclérose latérale amyotrophique, donc SLA, au Canada est estimée d'environ 0,001%. Donc, on divise par 100 pour obtenir la probabilité. À l'aide d'une distribution appropriée aux événements rares, calculer la probabilité de rencontrer exactement 6 malades sur un échantillon aléatoire de 3000 personnes. Donc, dans ce cas, Q, qui est qualifié le nombre de succès, ça va être d'avoir 6 malades. Donc, c'est 6. Lambda, qui est N, la taille de l'échantillon, fois la probabilité de l'événement rare. Donc ici, ça serait 3000, qui est notre échantillon de 3000 personnes, fois la probabilité, donc 0,00001. Puis, lower tail, dans ce cas-là, on ne l'utilise pas parce qu'on va utiliser la fonction des poids. Ici, on veut vraiment connaître la probabilité d'avoir exactement 6 malades. Donc, c'est dans des cas comme ça qu'on va utiliser la fonction des poids. Donc, dans l'argument de des poids, on met 6 qui est égal aux 6 malades, le nombre de ce qu'on qualifie de succès dans ce cas-là, avec lambda qu'on a déjà défini, on a un objet qui s'appelle lambda qui représente la multiplication entre la taille de l'échantillon, c'est-à-dire 3000, et la probabilité. Puis, on obtient 9,83 fois 10 à la moins 13. Donc, un très petit chiffre. Donc, c'est-à-dire que cette loi est faite pour des événements rares, comme on l'a dit tantôt. Donc, une deuxième question par rapport à la même situation, c'est calculer la probabilité de rencontrer plus de 5 malades sur un échantillon aléatoire de 144 000 personnes. Donc, ici, la façon de l'interpréter, c'est que ça dit plus de 5 malades. Donc, on veut au moins 5 ou plus.
et la taille de l'échantillon a changé, donc ça a augmenté à 144 000 personnes. Donc, ce qu'on qualifierait de nombre de succès ici, c'est d'avoir plus que 5 malades. Donc, 6 ou plus. Lambda, ça reste toujours la taille de l'échantillon fois la probabilité qui, dans ce cas-là, la probabilité reste pareille. L'échantillon a augmenté à 144 000 personnes. Et lower tail. Ici, ce qui nous dit que lower tail égale false, c'est le plus de 5 malades. Donc, dans R, on définit lambda comme la multiplication qu'on vient de dire. Puis cette fois-ci, on utilise la fonction p-poids parce qu'on cherche un intervalle. On ne cherche pas exactement 6 malades comme dans le cas précédent. Donc, le premier argument, c'est 5, car ici, on veut 6 malades ou plus. Vu que ça dit plus de 5 malades, on n'inclut pas le 5. Ça commence à 6, donc on met le 5, car le lower tail va commencer à x plus 1. On met lambda, qu'on l'a déjà mis ici dans un objet, puis lower tail égale false, pour chercher ce qui est à droite de la valeur 5. Puis ça nous sort 0.0036. Donc ça, c'est les deux lois, c'est-à-dire la loi de Poisson puis la loi binomiale qu'on utilise avec des variables discrètes, donc discontinues. Les autres lois qu'on va voir sont toutes des lois pour des variables quantitatives continues. Donc, il y a la loi normale, qui est aussi appelée la loi de Gauss ou la loi en forme de cloche. C'est une distribution de lois qu'on est censé retrouver dans la nature par les processus biologiques et ce qu'on retrouve le plus communément. Et c'est défini lorsque n, donc la taille de l'échantillon, s'approche à infini et la probabilité est proche de 0.5. Et où x devient continu. Et c'est une loi qui est symétrique par rapport à la moyenne. Et la loi binomiale tend vers une loi normale. Ça illustre un peu le fait que le n, l'échantillon, on l'augmente, ça devient très grand, puis ça approche vers l'infini. Donc, la courbe est symétrique, puis elle est centrée sur la moyenne. Elle est caractérisée par deux paramètres, c'est-à-dire la moyenne puis l'écart type. Donc, centrée sur la moyenne. Puis, il y a des points d'inflexion à chaque écart type. Donc, ici, au premier écart type, le plus ou moins premier écart type de chaque côté de la moyenne, on est à 68,26 %. Lorsqu'on va jusqu'aux deux écarts types des deux bords, on est à 95,44 et ainsi de suite. À trois écarts types, 99. Donc, c'est ça. Et la hauteur aussi est définie par l'écart type dans ce cas-là. Donc, plus il y a de la dispersion dans la donnée, plus la loi normale va être étalée et donc moins haute. Moins il y a de dispersion dans la donnée, donc la dispersion est faible, la loi va être très proche de la valeur centrale et la hauteur va être très haute ici. Donc, l'aire sous la courbe de cette loi représente la probabilité qu'un événement arrive. L'aire totale est égale à 1 ici. Donc, ici, en bleu, on voit la probabilité que xi est plus grand que x. Tandis que ici, on voit la probabilité en vert que xi est moins grand que x. La probabilité d'avoir exactement xi égale à 0, car c'est une loi faite pour des données quantitatives continues. Donc, pour avoir exactement une valeur comme très précise, la probabilité demeure 0.
Donc, dans la fonction R, c'est la fonction P-norm que vous allez utiliser pour avoir la probabilité en utilisant la loi normale. Dans P-norm, vous allez mettre le seuil X, qui est la valeur critique qui vous sera fournie. Par la suite, la moyenne, l'écart type et le lower trial. Donc, ça va vous fournir une valeur qui représente l'air sous la courbe. Il manque un E ici. Donc, qui est la probabilité alpha. Si vous ne mettez pas de mean, c'est-à-dire la moyenne ou l'écart type, R par défaut va prendre ce qu'on appelle la loi centrée réduite. Donc, la moyenne sera égale de 0, puis l'écart type sera égal de 1. Donc, si on fait un exemple. Donc, ici, on a les résultats fictifs d'une enquête portant sur la pulsation cardiaque en battements par minute et le degré de stress estimé par les sujets sur une échelle de 1 à 100. 100 étant la valeur de stress la plus élevée. Portant sur des adultes, hommes et femmes qui se déclarent sportifs ou non. Donc, ici, on a importé le fichier sport.txt avec read.table. Donc, ici, il contient des en-têtes, mais pas de nom de ligne. Donc, on met header égale true. Puis ici, on a fait la fonction head qui donne un peu un aperçu des 6 premières lignes du tableau. Donc, on voit le pouls, le stress, qui sont des variables quantitatives. Sportif, c'est oui ou non, donc une variable binaire, et le sexe. Donc, si on veut calculer la moyenne de la variable stress de l'objet sport, en plaçant cette valeur dans un objet nommé stress.moy. Donc, à ce stade-ci, vous avez déjà tout fait ça pour votre premier TP. Donc, vous utilisez la fonction min en appelant le tableau sport avec le signe de dollar pour la colonne stress. Puis, ça vous donne 48,96. Vous faites donc on fait la même chose pour l'écart type pour la même colonne, c'est-à-dire la colonne stress, et on le place dans un autre objet qui s'appelle stress.sd. Donc là, on a 14,85, 86 si on arrondit. Donc, en considérant que la variable stress est distribuée normalement et sur la base des paramètres qu'on vient de calculer de cet échantillon, quelle est la probabilité de rencontrer un sujet dont la valeur de stress est supérieure à 65? Donc, un des prérequis d'utiliser la loi normale, c'est que la distribution des données doit être normale. Donc, souvent, ça sera indiqué dans l'énoncé pour que les données sont distribuées normalement. Donc, ici, on a calculé l'écart type. Il est placé dans un objet stress.sd. La moyenne également dans un autre objet qui s'appelle stress.moy. Q étant le seuil X qui nous est fourni ici, donc le 65. Et nous, ici, on cherche la valeur de stress supérieure, la probabilité de rencontrer un sujet dont la valeur de stress est supérieure à 65. Donc, le supérieur nous dit que lower tail égale false, car on veut 65 et plus. Donc, ici, on utilise la fonction P-norm, puis on rentre les arguments trouvés si haut ici. Donc, le Q en premier, suivi de la moyenne, l'écart type, puis en dernier, le lower tail. Puis on obtient une probabilité de 14%. Donc, une autre question par rapport au même énoncé, c'est quelle est la probabilité de rencontrer un sujet dont la valeur de stress est inférieure à 40? Donc,
c'est un peu le même problème ici. La seule chose qui a changé, c'est l'interprétation, donc inférieure à 40. Donc, on a déjà notre écart type, notre moyenne dans deux objets différents. Le Q, maintenant, il devient 40 car c'est la valeur à laquelle on recherche la probabilité. Et le lower tail devient true ici car on veut inférieur à 40. Donc, on cherche ce qui est à gauche dans la courbe, à gauche de 40. Donc, on utilise la même fonction puis on remplace le 65 qu'on avait avant avec le 40, la moyenne, l'écart type et le lower tail égale true. Puis là, on a 27%. Donc, on peut également faire le raisonnement inverse, c'est-à-dire connaître une valeur ou un intervalle de valeurs associé à une probabilité. Donc, jusqu'à date, on cherchait la probabilité. Là, la probabilité nous sera fournie, puis on va chercher la valeur critique, mais ce qu'on appelle la valeur critique. Ça, on peut le faire avec la fonction qnorm et ça reprend un peu les mêmes arguments. Donc, le P, ici, c'est la probabilité. Ce n'est plus la valeur critique, car la valeur critique, c'est ce qu'on cherche en ce moment. La moyenne, l'écart type et le lower tail. Le lower tail revient dans chaque fonction. Donc, on va faire un exemple, ça va être plus concret. Oui, quelqu'un a levé la main, vas-y. Oui, c'est juste pour le numéro précédent. Ouais. On a mis lower tail égale true, mais il me semble que c'est inférieur à 40 qu'on veut. Donc, lower tail égale true, ça inclurait 40. Ça ne devrait pas être 39 qu'on devrait mettre normalement. Oui, j'avoue que oui. Oui, si on veut exclure le 40, oui, et inférieur à 40, ça dit qu'on exclut le 40. Donc, on mettrait 39 ici à la place de 40. Oui, tu as raison. C'est bon, OK, merci. Merci. OK. Donc, on était rendu à l'exemple ici où on veut trouver la valeur critique. La probabilité nous sera fournie. Donc, entre quelle valeur de stress trouve-t-on le 90% des personnes, toujours sur la base de la loi normale? Donc, nous on veut savoir entre quelle valeur sur l'axe des X ici se retrouvent 90% des personnes. Puis quand on vous donne un pourcentage qui est un intervalle comme ça, on assume que le 10% restant, il est distribué de façon égale aux deux extrêmes, c'est-à-dire il y aura un 5% ici, puis un 5% ici. Donc, il y a deux façons de faire ça. Donc, pour trouver la borne inférieure, donc c'est-à-dire la première ici, on utilise la fonction qnorm, puis on met 0,05 pour le 5% dont je viens vous dire comment on le trouve. On met la moyenne, l'écart type, puis on met lower tail égale true parce qu'on cherche ce qui est à gauche du 5%. Donc, on veut avoir cette valeur de moins xi. Donc, R exécute la commande puis nous sort 24,52. Une autre façon de faire ça, c'est d'utiliser la même fonction qnorm avec 0,95 parce qu'on va ajouter le 5% ici, le 90 ici, donc ça nous met ici. Donc, on est à 95%. Puis, on utilise lower tail égale false pour calculer cette petite partie ici. Oui. Oui, et pour revenir à ta question, je pense que c'était Lauriane qui avait demandé la question de le x plus 1, ça devient moins important
je recule un peu de quelques diapos ici, mais ça devient moins important pour les lois quantitatives continues, car c'est quasiment par... c'est plus autant important que dans les lois de Poisson puis la loi binomiale. Mais oui, c'est un bon point de dire que c'était à 39 ici au lieu de 40. Donc, oui. Donc, on était rendu ici. Donc, on utilise la même fonction QNorm à 0,95 car on va se situer ici. Donc, on a additionné le 90% ici et le 5% ici. Et on met lower tail égale false pour aller chercher ce qui est à droite de 0,95. Puis on a la même valeur, c'est-à-dire 24,52. Pour trouver la borne supérieure, il y a aussi deux façons de le faire. Donc, on a la même fonction QNorm. Ici, on utilise le 0,95. Donc, on a additionné 5 plus 90 pour obtenir cette valeur. Puis, on met la moyenne, l'écart type, puis lower tail égale true pour chercher tout ce qui est en dessous de la courbe ici en bleu. Sinon, on peut utiliser le 0,05 à droite ici, puis utiliser la moyenne, puis l'écart type, lower tail égale false, puis aller chercher cette partie ici qui va nous aussi donner 73,40. Donc là, la façon de présenter les résultats, c'est de dire la valeur de stress pour 90% des personnes se situe entre 24,52 et 73,40. Il n'y avait pas de unité dans ce cas-là. Puis de façon plus mathématique, on peut les placer entre les parenthèses carrées ici. Donc, je pense que cette question-là, je vous l'ai déjà posée un peu indirectement. Donc, quelle est la probabilité de trouver quelqu'un dont la valeur de stress soit exactement égale à 53,2 de 76439? Oui, infime. Oui, c'est ça, presque. Oui, oui, exactement. Donc, la réponse est 0 parce que la loi normale est une loi continue et la surface sous la courbe pour une valeur précise est égale à 0. Donc, seule une surface pour un intervalle de valeur est supérieure à 0. OK. Donc, là, on va parler d'une particularité de la loi normale, c'est-à-dire la loi normale centrée réduite. Donc, c'est un cas particulier où la moyenne est égale à 0, puis l'écart type est égal à 1. Donc, ça s'appelle centrée réduite parce qu'on centre en soustrayant la moyenne, puis on réduit en divisant par l'écart type, nos données. Donc, la transformation, c'est pour obtenir le ZI. Le ZI, c'est les données centrées réduites. Donc, on soustrait donc on fait XI moins X bar, qui est la moyenne, divisé par S, qui est l'écart type. En faisant ceci, on enlève les unités, car en divisant avec l'écart type, il n'y a plus d'unités. Ici, pour le faire en R, c'est la fonction scale, puis vous placez votre vecteur dans cette fonction-là. OK. Donc, l'aire sous la courbe est égale à 1, puis elle est centrée à 0, donc pas car la moyenne est 0 ici. Puis il y a des points d'inflexion, comme on a dit tantôt, à moins 1 plus 1, moins 2 plus 2. Puis la courbe est continue, donc comme on a dit tantôt, pour une valeur précise, l'aire sous la courbe est égale à 0.
Donc, si on revient au même exemple que tantôt, donc, quelle est la valeur centrée réduite? Donc, la cote Z, ce qu'on appelle de la valeur de stress 50. Donc, ici, on a nommé un objet rep, puis on a fait 50 moins la moyenne divisé par l'écart type. C'est simplement ça. Si on voulait faire pour toutes les valeurs de stress, on utilise la fonction scale, puis on place notre vecteur. Donc, dans ce cas-là, il s'agit de la colonne stress dans le tableau sport, tel qu'on a indiqué ici. Donc, juste un petit peu plus de détails pour la fonction scale. Ici, on a pris un nouveau exemple où on a créé une séquence allant de 1 à 10 dans un objet qui s'appelle vect. Puis, on l'a fait de deux manières différentes. La première manière ici, c'est vraiment la façon mathématique. Donc, on a fait vect moins la moyenne divisé par l'écart type qui nous sort les valeurs centrées réduites, c'est-à-dire la cote Z de ce vecteur-là. La deuxième façon, c'est en utilisant la fonction scale. Puis cette fois-ci, il faut juste faire attention que scale va nous sortir une matrice, donc une colonne comme ça. Mais on peut voir que c'est exactement les mêmes valeurs pour les deux, peu importe la manière que vous utilisez. Donc, la quatrième loi, la loi de Chi carré. Donc, elle est construite par la somme de plusieurs lois normales centrées réduites mises au carré. Et la forme de la courbe change selon les degrés de liberté. Donc, elle va servir à tester si deux variables qualitatives sont liées. Par exemple, s'il y a un lien entre les couleurs de feuilles à l'automne puis la couleur du ciel. Donc, vraiment des données qualitatives. L'air sous la courbe est toujours égal à 1 et la courbe dans ce cas-là n'est pas symétrique. Donc, la fonction dans R que vous allez utiliser pour avoir les probabilités associées à cette loi, c'est le pitches, donc qui a trois arguments. Donc, la Q, qui est la valeur critique qui vous sera fournie, le degré de liberté, qui est symbolisé par un V, mais c'est vraiment la lettre nu en grec, puis le lower tail. Donc, ça fournit l'air sous la courbe, qui est la probabilité. Donc, si je vous demande de trouver la probabilité d'obtenir un chi carré inférieur ou égal à 22,22 avec 8 degrés de liberté, on utilise la fonction dont on vient de discuter, donc c'est-à-dire pitches, la valeur critique étant 22,22,8 pour le degré de liberté. Et ici, lower tail égale true car on a le signe inférieur ou égal. Donc, on veut ce qui est à gauche de la valeur critique. Puis, ça nous donne 0,95547. Ici, un autre exemple, c'est de trouver la probabilité d'obtenir un chi carré plus grand que 25 avec 16 degrés de liberté. Donc, c'est la même fonction ici. On a 25 comme valeur critique, 16 comme degré de liberté, et dans ce cas-là, lower tail égale false car c'est plus grand que, donc on cherche ce qui est à droite de 25. Okay. Donc, dans la loi de Chi carré, il y a aussi une fonction pour trouver la valeur critique. Donc, encore une fois, on fait l'inverse. On a la probabilité et là, on cherche la valeur critique de Chi carré. Donc, c'est la fonction QChiz. Donc, on met la probabilité alpha.
le degré de liberté, puis notre argument lower tail. Donc, ici, on veut trouver la valeur critique pour laquelle il y a 75% de chances qu'un qui carré calculé soit inférieur à cette valeur critique pour 8 degrés de liberté. Donc, le alpha ici désigne la probabilité à droite par convention. Donc, ici, on fait le complément de 0.75. Donc, on a le 0.25 qui va être à droite. Puis, on cherche le qui carré qui correspond ici à la valeur critique pour lequel il y a 75% de chances qu'un qui carré calculé soit inférieur ou égal. Donc, on utilise la fonction quiz, la probabilité, donc 0.75 avec 8 degrés de liberté. Et on met lower tail égale true parce que quand on met 0.75, on veut qu'il soit à gauche pour trouver la valeur critique correspondante. Donc, dans ce cas-là, c'est 10.22. Oui, on peut aussi l'interpréter d'une autre manière en changeant les symboles ici. Donc, au lieu d'avoir plus petit ou égal, on a mis plus grand, puis on a changé le 0.75 pour 0.25. Donc, c'est un peu, cette formule-là représente un peu le complément de la diapo précédente, mais on voit que ça nous donne le même résultat. Donc, on utilise le 0.25 ici. 8 degrés de liberté, ça reste pareil. Parce que chaque fois qu'on change de degré de liberté, ça change la forme de la courbe. Et dans ce cas-là, on met lower tail égale false car on veut on veut cette partie-là de la courbe, on veut ce qui est après la valeur critique. On veut que le 0.25 soit après la valeur critique. Donc, ça nous donne le même résultat de 10.22. Donc, l'avant-dernière loi, la loi de Fisher. Ici, il y a 2 degrés de liberté V1, V2. Et elle est construite par le rapport entre 2 variables aléatoires distribuées comme qui carré, chacune divisée par leur degré de liberté. L'air sous la courbe est toujours égal à 1. Puis cette loi-là va nous servir à tester si 2 variances sont semblables en 2 distributions de données ou si plusieurs groupes de données ont la même moyenne. Donc, pour la loi de Fisher, j'ai mis les 2 fonctions, celle pour trouver la probabilité et celle pour trouver la valeur critique sur la même diapo, parce que je pense que là, vous comprenez un peu la logique qui suit derrière la loi de qui carré de Fisher. Puis, on va voir la loi de Student. Ces 3-là peuvent vous paraître un peu plus abstraits, mais on va les utiliser dans les tests qu'on va couvrir dans les modules qui suivent. Donc, ils vont devenir plus concrets à ce moment-là. En ce moment, ça peut juste sembler comme la manipulation des chiffres, puis on ne sait pas trop pourquoi on le fait ainsi, mais ça va vraiment plus devenir concret par la suite. Donc, pour trouver la probabilité, on utilise la fonction PF. On met la valeur Q qui est la valeur critique, les 2 degrés de liberté et le lower tail. Puis pour trouver la valeur critique, on met la probabilité et la même chose, les 2 degrés de liberté et le lower tail pour trouver la valeur critique. Donc ici, si on veut trouver le F critique pour lequel il y a 5% de chances qu'un F calculé soit supérieur ou égal à cette valeur critique pour lequel il y a 5 et 12 degrés de liberté. Donc, on cherche vraiment le F critique ici pour lequel il y a 5% de chance qu'un F calculé soit supérieur ou égal
Donc, l'air ici est 0,05. Puis, on utilise, vu qu'ici, on cherche la valeur critique, on utilise la fonction QF. On met la probabilité de 0,05, les 2 degrés de liberté, 5 et 12, puis lower tail égale false, parce qu'on cherche ce qui est à droite. La probabilité de 0,5 est à droite de la valeur critique, car on cherche ce qui est supérieur ou égal. Okay. Finalement, la dernière loi, la loi T de Student, qui est centrée sur 0, et les probabilités sont bilatérales. Donc, la surface de rejet à gauche de la valeur négative est la même que celle à droite de la valeur positive. Donc, on cherche l'une des 2 probabilités et on peut la multiplier par 2 car la courbe est symétrique. Et cette distribution change en fonction des degrés de liberté. Et lorsque le degré de liberté tend vers l'infini, on tend vers une loi normale centrée réduite. Cette loi-là sert à construire des intervalles de confiance, à comparer 2 moyennes de deux échantillons différents, à tester si 2 variables sont corrélées. Okay. Donc, ici, un peu en suivant le même format de la loi de Fisher, j'ai mis les fonctions pour trouver la probabilité et la valeur critique. Donc, PT pour la probabilité, suivi de 3 arguments, donc Q, la valeur critique, le degré de liberté et lower tail, qui va nous donner la probabilité, et QT pour trouver la valeur critique. Donc, dans les arguments, on met P pour la probabilité, degré de liberté et lower tail. Donc, ici, ce qui est important, c'est que le seuil alpha correspondant, c'est-à-dire la probabilité que T dépasse une certaine valeur critique, cette valeur critique définie en fonction du seuil de probabilité et du nombre de degrés de liberté. Donc, ici, le seuil peut être soit unilatéral ou bilatéral. Donc, comment vous allez savoir ça? C'est par la notation par laquelle ça va être défini dans l'énoncé. Donc, si vous voyez une notation qui ressemble comme celle-ci à gauche, donc P pour probabilité, T plus grand que T alpha à un certain degré de liberté, ça veut dire que c'est unilatéral. Puis si c'est en valeur absolue, ça veut dire que le seuil est bilatéral. Ça va être important de différencier entre unilatéral et bilatéral lorsque vous allez calculer les probabilités et les valeurs critiques. Donc ici, si je vous demande de trouver la probabilité, comme quelle est la probabilité d'obtenir un T supérieur ou égal, on dirait mon symbole il est parti ici. Il devrait avoir un supérieur ou égal. Supérieur ou égal à 0,2 pour 9 degrés de liberté. Donc, on utilise la fonction PT pour probabilité, 0,2 pour la valeur critique, 9 degrés de liberté et lower tail égale false car on vise supérieur ou égal. Donc ici, on veut trouver la probabilité. En fait, on cherche un intervalle ici. On cherche l'intervalle situé entre moins 2 et plus 2. Donc, c'est quoi la probabilité d'avoir une valeur qui se situe entre moins 2 et plus 2? Donc, il y a 4 façons de le calculer. Et pour illustrer ce qu'on cherche,
il y a ce graphique ici. Donc, ici, on a la valeur critique de moins 2, puis ici de plus 2, puis on cherche le centre ici. Donc, une façon de le calculer, c'est d'utiliser la fonction, mais ça va tout le temps être la fonction PT, mais en se disant que on va calculer en utilisant la valeur critique moins 2, les degrés de liberté vont toujours demeurer 3 et l'ortal égale false. Donc, on aura toute cette partie en rouge ici. Puis de cette partie en rouge, on va soustraire en faisant PT 2 cette fois. Ici, on avait négatif 2. Ici, on prend 2, puis on fait l'ortal égale false, puis on soustrait cette partie en rouge là. Ainsi, on va obtenir le centre ici. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Une deuxième façon de le faire, c'est avec la fonction, mais c'est toujours la fonction PT, 2. Donc, on va jusqu'ici, on fait l'ortal égale true, donc on obtient toute cette partie en bleu. Puis là, on veut enlever cette partie extrême qui dépasse moins 2. Donc, on soustrait moins PT, moins 2, 3 pour les degrés de liberté, l'ortal égale true. Donc, on a enlevé ça, donc on obtient cette partie au centre en jaune. Puis, la troisième et la quatrième façon de le faire, c'est qu'on commence par 1 qui représente l'aire totale sur la courbe. Puis, on enlève 2 fois, donc 2 fois, on multiplie, PT moins 2, donc cette partie-là, l'ortal égale true pour cibler vraiment cette partie-là, puis on la soustrait 2 fois de ce total de 1. Vu que la loi est symétrique et l'aire sous la courbe est égale à 1, on peut permettre de faire ça. Donc, puis la dernière façon, ça se ressemble un peu à cette troisième façon. C'est encore une fois, on utilise l'aire sur la courbe 1, puis on soustrait 2 fois la partie rouge ici. Donc, on va chercher cette partie en faisant la fonction PT, 2, 3 étant la degré de liberté, l'ortal égale false. Donc, on va chercher tout ce qui est à droite de la valeur 2 ici, puis on soustrait 2 fois de l'aire totale pour obtenir ce qui est au centre. Donc, encore une fois, ça marche parce que l'aire totale est 1, puis la fonction de student est symétrique. Et c'est ça. Donc, ici, au lieu de chercher une probabilité, on cherche une valeur critique. Donc, on cherche la valeur critique T pour laquelle la probabilité d'obtenir une valeur plus grande ou égale et une valeur plus grande et égale à T avec 28 degrés de liberté à 10%, donc 0,1. Donc ici, c'est bien illustré ce qu'on cherche, c'est qu'on veut une valeur, on veut trouver le T critique pour lequel il y a 10% de chance qu'un T calculé soit supérieur à cette valeur critique pour 28 degrés de liberté. Donc, le 10%, il est représenté ici en rouge, puis on utilise la fonction QT qui permet de chercher la valeur critique dans ce cas-là. On met les arguments P pour P égale la probabilité de 0,10, 28 degrés de liberté et l'ortal égale false, car on cherche qu'un T calculé soit supérieur à cette valeur critique. Donc, on cherche vraiment la partie qui est à droite. Puis, on obtient 1,31. Oui, je ne l'ai pas écrit ici, mais en fait, il est marqué ici. On obtient 1,31 pour cette valeur critique-là.
Et je pense qu'il s'agit du dernier exemple où on essaie de trouver la valeur critique suivante. Donc, ici, on veut trouver la valeur critique pour 42 degrés de liberté pour une probabilité de 0,70. Donc, il faut faire attention au signe d'inégalité dans la question parce qu'elle désigne la surface qui est à l'intérieur de la distribution, donc entre les deux valeurs critiques qui est demandée. Donc, comme je disais tantôt, quand il y a des valeurs absolues, il faut faire attention et aussi faire attention au symbole de plus petit ou plus grand, car ça peut indiquer différentes parties de la courbe ici. Donc, quand on a des valeurs absolues, il nous demande souvent le centre de la courbe. Puis ici, on a 1 moins alpha sur 2. Donc, alpha ici, c'est la probabilité. Donc, la probabilité aux extrêmes. Donc, ici, ce qui nous reste, si on a 70% au milieu, c'est 30. Et ce 30%-là, il est divisé de façon égale à chaque barre ici. Donc, 30 divisé par 2, 15. Donc, 1 moins 15, c'est 0,85. Ce chiffre-là va revenir dans la prochaine diapo. Donc, ici, le plus simple est donc de retourner le signe. Donc, vous changez le signe plus petit que pour plus grand que. Et vous enlevez le 1 moins alpha sur 2, puis ça devient alpha sur 2. Et vous prenez le complément du point 70, donc 1 moins 0,7, qui vous donne 0,3. Pour trouver la valeur critique, c'est la fonction QT. Donc, avec cette transformation que vous avez faite, vous mettez la probabilité alpha qui est 0,15 dans ce cas-là, avec 42 degrés de liberté, et lower tail égale false, car on cherche la partie ici à droite. Avec le changement qu'on a fait, on cherche, on a le symbole supérieur ici, donc c'est ça qui nous dit que le lower tail ici est false. Puis ça nous donne 1,049. Donc, pour revenir à ce même exemple, donc pour trouver le T critique pour lequel il y a 70% de probabilité, donc le 70% est égal à 1 moins alpha, qu'un T calculé soit moins extrême que ces deux valeurs critiques pour 42 degrés de liberté. Donc, 1 moins alpha, c'est le 70% de probabilité. Donc, alpha dans ce cas-là est égal à 30. Donc, alpha, c'est les deux parties en bleu. Et une seule partie en bleu, c'est alpha divisé par 2, donc 30 divisé par 2, donc 15%. Donc, nous, on veut trouver le T critique pour lequel il y a 70% de probabilité qu'un T calculé soit moins extrême. Avec le moins extrême, ça vient du symbole ici, moins que. Donc, qu'est-ce que ça représente le 1 moins alpha sur 2? Donc, on commence avec le 1, puis alpha sur 2, c'est une portion. Donc, c'est cette partie en bleu que vous voyez ici. Donc, ce qui équivaut à 0,85. Si on fait 1 moins 0,15, on a le 0,85 qu'on avait tantôt. On peut aussi le voir d'une autre manière. Donc, 1 moins 0,85, donc 15 ici, puis 70 ici, ça fait 0,85. Donc, ça nous reste 0,15 ici. Donc, au final, on demande de trouver le T critique pour lequel il y a 70% de chances qu'un T calculé soit moins extrême que ses valeurs critiques. Donc, le 70% de chance
que t soit plus petit que ces deux t critiques. Donc, en valeur absolue, la valeur critique t a 0 de chaque côté. Donc, on poursuit avec le même exemple. Donc, tous les T42 en valeur absolue se situent sur cet axe avec la flèche rouge. Parce qu'en valeur absolue, tout est positif dans le fond. Donc, on veut seulement ceux qui sont inférieurs des T critiques. Donc, si les T critiques sont de moins 1,05 à 1,05, on veut tous les T en valeur absolue qui sont plus petits que 1,05, donc de 0 à 1,05, et plus petits que 1,05. Donc, de 1,05 ici à 0. Donc, dans le fond, on cherche tout ce qui est en jaune ici. Et d'après l'énoncé, on sait que ça représente 70% de chance. Donc, 1 moins alpha, alpha est à 30%. Donc, ça représente un peu le graphique qu'on a vu il y a 2 diapos, mais ici avec les valeurs. Donc, 1 moins alpha, c'est 70. Alpha, c'est 30. Puis, alpha sur 2, c'est 15. Puis, nous, ce qu'on cherche, c'est ce chiffre de 1,049. Donc, il y a 2 méthodes de faire ça. Donc, la première, c'est de se dire qu'on va additionner le 15 puis le 70 pour obtenir le 85. Donc, 0,85 avec la fonction QT, car on cherche la valeur critique. 42 degrés de liberté. Et lower till égale true pour trouver toute cette partie en bleu. Puis, ça va nous donner le 1,05. La deuxième façon, c'était de faire avec la transformation qu'on avait faite, donc en changeant ce signe de moins que vers plus que, puis en faisant alpha sur 2 au lieu de 1 moins alpha sur 2, puis le complément de 0,70, c'est-à-dire 0,30. Donc ici, c'est encore la fonction QT avec 0,15 ici, 42 degrés de liberté et lower till égale false, car là, on cherche juste tout ce qui est après. Puis ça nous donne la même valeur de 1,05. Donc, c'est un peu ça, les lois de distribution. Comme j'ai dit tantôt, c'est normal si ça vous paraît abstrait et comme la manipulation des chiffres en ce moment. Mais quand vous allez commencer à les utiliser pour comparer de moyennes, comparer de variances ou de variables qualitatives, ça va vraiment devenir plus concret. Ah, il y a une question. Ok, non. Okay. Okay. Ici, je vous ai fait un tableau résumé. Donc, les deux lois qui sont pour des variables discrètes, la loi binomiale, avec les fonctions dans R qui sont associées, donc pour trouver la densité, la valeur critique et la probabilité alpha. Et les lois pour les variables continues, donc la loi normale qui carré Fisher et Student. Donc, dans ces quatre lois, l'aire sur la courbe est égal à 1, puis vous avez les fonctions qui sont associées à ces lois-là. Donc, c'est un peu un résumé, ce tableau-là. Puis moi, je vous encourage de vraiment le dessiner comme des courbes ici. Ça va vous aider à visualiser ce que vous faites et ça va aussi vous aider à décider si vous faites lower till égale true, false ou de quelle façon vous faites pour trouver le résultat. Car comme je vous ai montré, il y a plusieurs façons de venir au même résultat. Donc, ça peut devenir un peu mélangeant, mais si vous le dessinez, ça peut vous aider à clarifier
quelle méthode choisir ou par quel calcul procéder. Donc, c'est ça. Vous pouvez commencer le TP2 avec la matière d'hier et aujourd'hui, dans le fond. Donc, vous pouvez faire la question 1 et 2 au complet, une partie de la question 3. C'est à remettre dans quelques semaines, le 2 novembre. Comme j'ai dit, faites des schémas pour vous aider. Et je vous souhaite une joyeuse action de grâce puis une bonne semaine de relâche parce que je ne pense pas qu'on se voit pour 2 ou 3 semaines. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous voulez prendre une pause? Je vais commencer le sondage. OK, je vais le fermer dans 5 secondes. OK, on va prendre une pause de 10 minutes. Puis quand on revient, vous pouvez travailler sur votre TP. Je vous encourage à vraiment poser vos questions pendant les séances parce que oui, on reste, moi et Antoine, on reste disponible par courriel après, mais ça devient un peu difficile de vous bien guider dans les fonctions de R, puis de faire de trouver des erreurs quand c'est par email et c'est beaucoup plus long pour vous puis pour nous. Donc, je pense que cette fois-ci, j'ai répondu à tous les courriels, même ceux qui étaient dernière minute pour le TP1, mais ce n'est pas quelque chose que je peux vous garantir à toutes les TP. Donc, on va prendre une pause de 10 minutes, puis vous pouvez revenir à 16h58.